Madame, mademoiselle, monsieur, les difficultés sont derrière nous. Nous avançons. 2018 aura été l'année de toutes les censures. Toutes les voix discordantes sont chassées des médias de propagande. Hormis quelques exceptions notables, des centaines d'intellectuels sont interdits d'antenne, à l'image d'un Éric Zemmour, boycotté par le service public, financé par nos impôts. Toutes les oppositions au camp prétendument progressiste vanté par Emmanuel Macron sont malmenées, maltraitées, et tout particulièrement TV Liberté, que l'on a cherché à faire taire. Cédant à des pressions, YouTube a fermé fin juin toutes les chaînes de notre télévision. Le coup porté se voulait mortel. Il a été rude. Dans cette épreuve, nous avons bénéficié de deux facteurs essentiels et déterminants. La cohésion des équipes de TVL et le prodigieux soutien de la communauté des téléspectateurs de TV Liberté. Une solidarité, une fraternité qui nous ont permis de déjouer la manœuvre. Grâce à un élan financier exemplaire, nous avons renforcé notre indépendance en protégeant dorénavant toutes nos émissions sur nos propres serveurs. Nous avons acquis une vraie autonomie. C'était devenu crucial. Et nous pouvons affirmer sans crainte que TV Liberté est à l'abri des mauvais coups et des coups bas. Nous possédons maintenant une parade automatique à la censure. Et c'est parce que nous sommes solides que nous avons repris notre marche en avant pour gagner la bataille de l'audience, mais surtout pour gagner le combat de l'influence. Nous pouvons à nouveau emprunter toutes les routes que constituent les plateformes vidéo, toutes sans exception. Le combat de l'influence, c'est comme un combat de boxe. On prend des coups, certes, mais on peut en donner en retour par la contestation, par la dissidence. Notre volonté n'est pas de battre l'adversaire au poing, mais par chaos, et nous nous en donnons les moyens. Les voici. Première évolution importante, la refonte de notre site internet tvliberté.com. Il ne s'agit pas d'un simple peinturlurage, mais d'une transformation de taille pour une meilleure ergonomie, un meilleur confort de navigation pour les internautes, un ensemble plus moderne et plus esthétique. Là encore, nous avançons et nous franchissons même une étape dans la professionnalisation de la chaîne. Autre nouveauté de fond qui correspond aussi à un grand bond en avant, la création d'un fil d'actualité en continu sur tvliberté.com. En direct, vous allez pouvoir consulter l'actualité du moment, mais aussi les déclarations des personnalités politiques, les agendas culturels, les éphémérides, des images cachées par la presse partisane, des scoops. Ce fil d'actualité, destiné à accompagner nos téléspectateurs tout au long de la journée, intégrera pour une meilleure efficacité toutes les émissions radiophoniques produites par TVL. Une équipe de 2 journalistes s'installe d'ores et déjà pour mettre en place ce nouvel outil qui va vite devenir incontournable pour tous les défenseurs de l'esprit français. Vous le voyez bien, autour du journal télévisé quotidien de TVL, ce pôle information se renforce durablement. Et nous ne nous arrêtons pas là. Petit à petit, nous renforçons notre présence sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, TVL va porter ses efforts sur Instagram et ne s'interdit pas d'ailleurs de faire ses premiers pas sur d'autres réseaux sociaux qui connaissent un fort développement. Les émissions phares de la chaîne vont connaître des modifications ou des nouveautés. C'est déjà le cas d'Immédiat avec autour de Jean-Yves Le Gallou une équipe renforcée et un nouveau présentateur. C'est aussi le cas de Bistro Liberté qui a gagné en dynamisme avec une nouvelle formule qui rencontre le succès. Tout au long de 2019, les surprises se succéderont. Les personnalités qui comptent seront sur TV Liberté. Enfin, et c'est un axe nouveau, après l'aide et le soutien à la réalisation de documentaires, TV Liberté va s'engager dans l'accompagnement des nouveaux talents. Ils apparaissent sur Internet, ils révolutionnent l'art de la communication et suscitent l'intérêt des plus jeunes. On les appelle les youtubeurs. Certains s'opposent avec courage au pouvoir en place, tous combattent le politiquement correct. Nous vous les ferons découvrir grâce à cette bourse aux nouveaux talents. TV Liberté avance, avec la volonté affichée de lutter pied à pied contre le recul de la liberté d'expression. Le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays, mais il n'est pas inéluctable. Les peuples reprennent le pouvoir en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, déjouent les pronostics comme au Brésil. La France peut, elle aussi, se libérer des chaînes qu'on lui impose. TV Liberté veut vous aider à vous libérer des chaînes qui cherchent à vous emprisonner. Aidez les Français à se libérer des chaînes qui cherchent à les emprisonner. Donnez-nous-en les moyens pour qu'en 2019, TV Liberté continue de défendre vos idées. Aidez-nous, maintenant.
Emmanuel Macronakis, citoyen grec, était groom dans un hôtel de très grand luxe. Il luttait pour la requalification de son poste de travail, mais il faut bien le dire, les gens s'en fichaient complètement. À bout de nerfs, Emmanuel s'est enroulé dans sa fiche de paix et est mort asphyxié par les vapeurs de l'encre encore fraîche. En criant, et ce fut son dernier mot, « Je veux le plus d'éléments ». Eh bien, mes chers amis, nous allons réaliser le souhait d'Emmanuel, puisque à l'occasion du 164e numéro d'Éléments, c'est aujourd'hui l'émission que vous attendez, le plus d'éléments, l'émission de la Revue pour la civilisation, dans la Revue des idées pour la civilisation européenne. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi François Bousquet. Bonjour François. François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la Revue Éléments. Les auditeurs, enfin les spectateurs de TV Liberté vous connaissent bien. À côté de vous, Fabien Niesgoda, vous êtes maintenant un habitué de cette émission, Fabien. On peut le dire, vous étiez lors de la prochaine émission, la dernière émission présent déjà, un peu notre spécialiste écologie au sein de la Revue Éléments, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous nous parlerez aujourd'hui de littérature, nous verrons. Patrick, cher Patrick Luzinki, bonjour Patrick, vous êtes le directeur artistique de la Revue Éléments. Et enfin, Christophe Anatole Maxime. Non, pas Anatole, cher ami, André. Alors, Christophe André Maxime, pardon, il faudrait être plus précis quand vous signez vos articles, pas mettre ce A un peu anonyme. Christophe André Maxime. Alors, je vais me tourner d'abord vers François Bousquet. François Bousquet, je crois que le prochain numéro d'Éléments va nous parler de la catastrophe, de l'effondrement. Tout s'effondre. N'est-ce pas ? Oui. Alors la couverture du numéro en cours, du 175, c'est Michéa, Persiste et signe, hein, avec un très long entretien sur la France insoumise, Mélenchon. Mais notre dossier, en effet, est consacré à la collapsologie. C'est-à-dire que la fin du monde, en fait, c'est une histoire sans fin, puisque autrefois, on parlait d'eschatologie. L'eschatologie, c'est étymologiquement le discours sur la fin des temps. Et ça a été remplacé, l'eschatologie, qui a une dimension spirituelle, religieuse, métaphysique, apocalyptique, ça a été remplacé par la collapsologie. Collapse, hein, s'effondrer, donc c'est le discours sur l'effondrement. Et c'est un vieux thème, la fin du monde ou la fin d'un monde, peu importe. Il suffit de penser à l'apocalyptique juive, au messianisme chrétien. Il suffit de penser à la manière dont Platon lui-même était hanté par l'effondrement de l'Atlantide. Hein. Donc c'est un vieux thème de l'historiographie aussi, puisque Gibbon et beaucoup d'autres, Spengler, hein, Spengler dont on fête les 100 ans de la parution du premier volume du Déclin d'Occident. Donc c'est un vieux thème, la fin du monde, qui hante les consciences européennes. Hein. Mais ce thème-là, jusqu'à présent, était le travail des théologiens, le travail des philosophes, hein, assez peu des scientifiques. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les scientifiques se sont emparés du sujet. J'ai en tête évidemment Effondrement de Jared Diamond, hein, qui a un petit peu ouvert, cette nouvelle discipline qui est la collapsologie. Il y a une collection au Seuil hein, qui réunit quasiment 25 titres sur l'Anthropocène, donc l'ère de l'homme, hein, qui porte plus ou moins sur la collapsologie. Et cette collapsologie, cet effondrement, je crois, est justifié. On en reparlera. Cela étant, le papier qui ouvre le dossier est un papier qui prend ses distances avec la littérature apocalyptique. Hein. Pourquoi ? Parce que l'apocalyptisme, le catastrophisme est fondamentalement apolitique. En réalité, l'Église a neutralisé très rapidement, dès le 6e, 7e siècle, hein, a neutralisé tout ce messianisme révolutionnaire. Hein. Repentez-vous, la fin des temps est proche. Enfin bref, le message du Christ. Hein, parce que l'Église considérait que la personne qui s'empare de la catastrophe s'empare du temps. Et si vous emparez du temps, vous emparez du politique, ou en tout cas vous neutralisez le politique. Hein. Donc on a fait d'abord un premier papier pour prendre nos distances avec cette tentation, cette subculture du désastre qu'on retrouve partout aujourd'hui. Vous la retrouvez dans l'industrie hollywoodienne, hein, dans la production scientifique. Hein. Donc pour autant, je le répète, il est justifié de produire un discours, une critique du progrès. Le scepticisme, l'effondrement arrive. Hein. Vous plaidez pour un catastrophisme éclairé, en quelque sorte. On peut parler d'un catastrophisme éclairé, au moins qu'il soit éclairé, ce catastrophisme-là, pour ne pas succomber à l'euphorie du désastre. Hein. Voilà, c'est l'angle que nous avons adopté. Le catastrophisme, l'apocalypse, la fin des temps a été un grand sujet littéraire, et je crois que c'est le sujet que vous avez abordé dans le dernier numéro, en traitant d'Isaac Asimov. Oui. Vous pourriez nous en parler, parce que, pour tout vous dire, je ne connais pas du tout cet auteur. En quoi éclaire-t-il aussi notre époque ? Oui, parce qu'effectivement, c'est un sujet d'actualité dans le sens où il y a une production assez importante, mais le sujet de l'effondrement, outre son intérêt propre, avec ce mélange un peu de perspective ou de prospective historique et de données scientifiques, m'a aussi rappelé une lecture lycéenne, hein, qui est certainement partagée par beaucoup, qui est le roman Fondation d'Isaac Asimov, donc il y a un classique qui date du début des années 50, mais qui nous projette en fait au 13e millénaire de l'ère galactique.
et qui rejoint en fait, alors je ne sais pas si on peut dire de façon anticipée ou pas, du coup, la question de la collapsologie, puisque le propos du livre, qui est un cycle hein, qui développe beaucoup cette idée-là, mais le cœur du premier tome, en tout cas, de Fondation, c'est un mathématicien qui s'appelle Harry Seldon, le docteur Seldon, qui met au point une discipline qui est à la croisée de la sociologie, de l'histoire et des mathématiques, qui est la psychohistoire, et qui a l'intérêt dans un monde en fait, de 25 millions de planètes, dont la planète capitale peuplée de 40 milliards d'individus. Donc on est sur des masses, évidemment, qui permettent à la loi des grands nombres et un certain nombre de projections probabilistes et statistiques. En modélisant en fait tout ça, un peu à la manière du Club de Rome au début des années 70, qui rassemble un certain nombre de données pour voir un peu ce que donne la prolongation des courbes. Harry Seldon aboutit en fait au constat que d'ici quelques siècles, cet empire qui a déjà donc, plusieurs millénaires d'existence et que tout le monde croit un peu éternel dans cette tranquillité bureaucratique, va en fait s'effondrer. Alors tout le roman et même tout le cycle de romans qui découle de ce point de départ va évidemment développer des tas d'intrigues assez passionnantes, d'autant plus remarquablement qu'on saute de génération en génération. On n'a pas de personnage vraiment durable dans ce roman, ce qui est un peu une gageure par rapport à la façon dont généralement un lecteur réussit à s'identifier aux acteurs. Mais dans le début, en tout cas, on a quelques réflexions qui créent un parallèle intéressant avec les collapsologues, dans la mesure où Harry Seldon, donc, qui pose ce diagnostic sur la fin prochaine de l'Empire, est accusé d'une certaine forme de trahison. Il doit comparaître devant un tribunal et on l'accuse de déloyauté. Et lui se réfugie en fait, derrière l'objectivité scientifique en disant qu'il ne porte pas de jugement moral sur cet effondrement, qu'il se contente de poser le constat. Et ensuite, à la question de la réponse, il y a une forme d'impuissance également, puisque vu les masses concernées, ce n'est pas le fait de poser le diagnostic qui va réellement permettre d'éviter l'effondrement. Et toute l'œuvre en fait, d'Harry Seldon, qui donne son nom d'ailleurs au roman, à Fondation, c'est de créer une fondation, en l'occurrence la première fondation en tout cas, qui rassemble de façon encyclopédique le maximum de savoir pour permettre non pas d'éviter l'effondrement, mais de faciliter la renaissance et de faire en sorte qu'au lieu de 30 millénaires de chaos, il n'y ait qu'un petit millénaire d'interrègne avant que se recrée un ordre galactique à peu près stable. Préparer l'après-effondrement, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Et les collapsologues sont un peu aussi dans cette démarche parfois de se dire l'effondrement va avoir lieu, faisons en sorte qu'on le vive le moins difficilement possible. Très bien. Bah, écoutez, je renvoie aux différents articles collapsologiques. Voilà, peut-être quelque chose à rajouter. Vous évoquiez le Club de Rome, enfin Fabien évoquait le Club de Rome. Il y a un papier évidemment sur ce qui est un petit chef-d'œuvre de probabiliste et de prédiction. Il y a une quarantaine d'années, puisqu'il prévoit l'effondrement de l'économie monde sur la base de l'effondrement des ressources, de la poussée démographique, de la toxicité de la Terre, pour 2100. Mais cela étant, c'est d'une prescience assez étonnante. Et ils inventent au fond ce modèle de prédiction qui va s'imposer en climatologie, enfin dans toutes les disciplines de la collapsologie. Donc et puis il y a également un hommage à Paul Virilio. Paul Virilio qui est mort, qui est un communiste, un chrétien, dans le dossier sur la collapsologie, mais qui est très intéressant parce que c'est un théoricien du crash et de l'accident. Donc, et là, on a une vision assez complète, me semble-t-il, du panorama de la collapsologie aujourd'hui. Vous diriez un mot, vous avez cité Mélenchon, on devait traiter de ce sujet. Est-ce qu'on va pouvoir le traiter, François? Vous avez quelques mots à nous dire sur le... Non, c'est la manière dont la problématique migratoire s'est invitée à la gauche de la gauche, en tout cas en Allemagne, et par ricochet en France. Le porte-parole des Insoumis a mis sur la table à la rentrée, mais il a été exclu par Mélenchon. Et il semblerait que les Insoumis, désormais, soient dominés par la vision, l'idéologie des no-borders, donc des sans-frontières. De l'indigénisme. Mais je rappelle à nos spectateurs d'aller consulter le dossier d'éléments assez important sur la gauche et l'immigration. Cher Patrick Luzin, alors on ne parle pas de capsologie, de catastrophe, peut-être de catastrophe musicale pour les mélomanes, selon certains mélomanes qui n'écoutent que de la musique baroque, mais vous allez nous parler du rock identitaire français, européen. On ne sait pas trop d'ailleurs, mais tous ces groupes qui ont essayé, parce que le rock en effet est plutôt... Donc là, ça comme une musique progressiste, enfin moi, en tout cas, musique progressiste avec des valeurs très peace and love, ou au contraire d'une violence, ils veulent tout casser, etc. Et là, vous allez nous parler, est-ce que vous allez nous parler d'un rock d'ordre,
quelque sorte. Non, c'est pas un rock d'ordre, c'est une révolution dans la revue Éléments. C'est vrai que vous avez raison, les polémiques à une époque à Éléments, c'était les baroques et les classiques. Là, le fait de parler de rock, du riff, du rock identitaire français, nos anciens ont eu du mal à corriger cet article. Non, la réflexion, elle est venue en fait d'un voyage en Italie qu'on a fait avec une partie de la rédaction. Et les Italiens, on s'est aperçu que les Italiens avaient, et chez les jeunes militants italiens, politiquement, ils s'étaient emparés de la musique. Chose qui n'a pas existé en France. Et on en parlait avec le rédacteur en chef Pascal Esséric, notre directeur, pardon, notre rédacteur en chef et notre ami François, voilà. Notre cher directeur Pascal Esséric, qui n'était pas au courant qu'il y avait eu une tentative en France qu'on a appelée le rock identitaire français. Et notre ami Xavier Aimant, on lui a dit chiche, je fais un article dans Éléments là-dessus. Et donc il a fait un magnifique article reprenant une petite période, c'est moins de 10 ans, d'une expérience musicale qui a même, pour vous dire, qui a inquiété l'extrême gauche à l'époque et qui a fait tout un dossier. Parce que l'extrême gauche, c'est une chose, elle sait peu de choses, mais elle sait une chose, c'est que la jeunesse, on l'aura par la culture et on l'aura par la musique. Il faut jamais oublier que le rock alternatif dans les années 90 a été très important du côté de l'extrême gauche. Il était inexistant du côté des mouvements radicaux français. Donc cette petite alternative qui s'est passée pendant 10 ans et qui a marqué plusieurs générations. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 20 ans qui réécoutent ce qui existait à l'époque du RIF, est assez intéressante. Donc on a fait tout un article là-dessus. Nos auditeurs aussi à écouter un album qu'on trouve d'ailleurs en partie sur Internet, qui est Sciences et Violences de Jacques Marchal, qui a été un peu le précurseur. Le précurseur, et qui est d'ailleurs musicalement très avant-gardiste. Qui a été le précurseur et qui, dans les années 90, a repris sa guitare pour travailler dans un groupe qui s'appelait Elendil. Donc vous pouvez retrouver ça dans cet article. Un véritable érudit du rock identitaire français, cher Patrick. C'est toute ma jeunesse, mon cher Olivier. Bah écoutez, il faut toujours se tourner vers sa jeunesse. Vous avez gardé votre esprit d'enfance, votre esprit d'adolescence. C'est très exactement. Bien. À plus de 70 ans, c'est quelque chose de tout à fait honorable et estimable. Celle-là, vous me la paierez. Je vous le dis clairement, hors caméra. C'est une petite blague. À propos de jeunesse, mon cher Patrick, non pas Patrick, Christophe, André, Maxime, puisque on connaît Le Petit Prince, vous allez nous parler de Saint-Exupéry, et certains critiques un peu condescendants ont dit que Camus était un écrivain pour lycéens, un philosophe pour lycéens, pour classe terminale. Certains critiques aussi ont pu dire ça de Saint-Exupéry, disant après tout c'est un écrivain pour boy scout. Et vous, dans votre article, dans l'article que vous consacrez à Saint-Exupéry dans Éléments, vous réhabilitez l'œuvre de Saint-Exupéry, son importance et le message. En quoi est-elle importante, cette œuvre ? Oui, j'ai voulu parler d'Antoine de Saint-Exupéry, le grand aviateur écrivain du siècle, mais un petit peu comme Kessel ou même Romain Gary, ce grand aventurier. Alors effectivement, il a une image mondialement connue par le Petit Prince, mais il a été paradoxalement un petit peu oublié. Et il subit non seulement cet oubli, mais aussi un peu de mépris du monde universitaire français, mais aussi et notamment le monde universitaire anglo-saxon. C'est très curieux et méconnu, qui le considère en gros comme une espèce de ringard et de facho. Alors, Syntex, cette espèce d'ange foudroyé, de voltigeur foudroyé, a une œuvre très riche. Son dernier livre posthume, c'est Citadelle, qui est un journal à la fois poétique, un peu mystique, qui mélange beaucoup de choses. On parlait de l'effondrement du monde, on parlait de collapsologie. Alors, Saint-Exupéry n'est pas dans ces choses-là, mais il a une dimension profondément tragique. Il est fidèle à son christianisme d'origine, un christianisme un peu baroque, mais dans son œuvre, on voit dans Citadelle, mais également Vol de nuit, Terre des hommes, il y a une dimension de célébration un peu panthéiste. Alors il ne s'agit pas d'absolument dire que Saint-Exupéry est un païen, ça serait un peu ridicule, mais il y a cette espèce de syncrétisme du cœur que l'on voit. Il nous parle de ce grand soleil, de cette grande banquise solaire, à la fois de cette solitude, de cette inquiétude. Donc c'est une œuvre très belle, très émouvante, très personnelle. Et puis Saint-Exupéry, c'est quelque chose qu'on a oublié.
C'est une fin de vie où il y a une dimension tragique, puisqu'il meurt au cours d'une dernière mission en 1944, si je ne me trompe, en Méditerranée, puisqu'il pilotait un avion pour une reconnaissance avec les Anglais et les Américains en direction de la vallée du Rhône, et il disparaît corps et biens. Donc il faut rappeler que historiquement, la guerre a été pour lui une période très difficile, très douloureuse, où il a été beaucoup décrié, trahi par ses amis, notamment des gens comme Maritain, d'autres gens. Il a été sévèrement conspué par le grand dénonciateur en chef, André Breton. Et puis il a aussi subi l'hostilité, et c'est très méconnu, l'hostilité de De Gaulle. De Gaulle, qu'il a un peu empêché de résister comme il a voulu. Il lui a un peu empêché de prendre ses fonctions de pilote, et ce sont les Anglais et les Américains qui lui ont fait faire ses dernières missions. Une jalousie extraordinaire de De Gaulle, peut-être pour des raisons de classe sociale. C'est un aristocrate, un vrai combattant. De Gaulle aussi était aristocrate. Alors, peut-être qu'il avait moins ses quartiers. Je crois qu'il y avait une profonde jalousie de De Gaulle. Il y avait littéralement, on voit dans certains ouvrages qui sont parus, notamment le livre d'Alain Vircondelet aux éditions du Rocher dans Saint-Exupéry dans la guerre, qui nous rappelle ces choses un peu oubliées. C'est qu'il y a une haine de Gaulle. Hein, et on peut dire que, sans faire de comparaison hâtive, peut-être un peu comme Charles Péguy, Saint-Exupéry s'est dirigé vers son destin un peu tragique, et peut-être qu'il s'est relevé comme ça, littéralement au front, et qu'il a été abattu, foudroyé. Voilà, donc redécouvrir Saint-Exupéry, ça n'est pas que Le Petit Prince, ça n'est pas que cette littérature-là, ce sont des pages de poésie et d'héroïsme. C'était un vrai aristocrate avec une fidélité, une poésie merveilleuse. Donc Saint-Ex, redécouvrons Saint-Exupéry. Un homme de l'ancien monde, et un homme aussi qui parle à l'avenir, peut-être, et qu'il faut recommander à notre jeunesse, absolument, à la jeunesse lectrice. Citadelle, Les vols de nuit, les récits, son livre autour de Mermoz, cet ange aussi un peu panthéiste et tragique. Donc Saint-Exupéry. Un homme qui réconcilie peut-être la forêt et le désert. C'est absolument ça. Voilà, il y a ces grands espaces et ce goût de ce mystère de l'infini. Voilà. Mais écoutez, merci encore pour toutes vos informations et cette présentation du numéro. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, François Bousquet, sur le numéro qui vient de paraître, des grands entretiens, puisque il y a un magnifique entretien avec Stéphane Carbonneau sur le loup, que je recommande, qui est vraiment somptueux. Sur l'ours, lapsus, qui est un naturaliste, un photographe, un amoureux de la nature, et qui a participé à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, et qui a un point de vue qui surprendra de part et d'autre, et les pro-loups et les anti-loups, puisqu'il essaye de le réconcilier. Il y a également des portraits de Malaparte, de Curzio Malaparte. Enfin, c'est un numéro, me semble-t-il, assez riche. Alors évidemment, il n'y a pas Éric Zemmour, mais les dossiers consacrés à Mélenchon, à l'immigration, aux impasses et à l'impensée de migratoire, à la gauche de la gauche, à la collapsologie également. Il y a un papier formidable de Guillaume Travers sur les études bidons. Marianne a ressorti des lièvres à propos d'études bidons aux États-Unis sur la discrimination chez les chiens, les discriminations trans chez les chiens. Donc en fait, il y a une profusion, il y a une prolifération avec des biais scientifiques complètement délirants d'études qui paraissent dans des revues savantes comme Nature ou des revues qui sont des revues académiques respectueuses. Oui, très bien. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer, mes chers auditeurs, mes chers téléspectateurs, excusez-moi, au moment que certains d'entre vous attendent. Les coups de cœur et les coups de gueule. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y aura assez peu de coups de gueule, il y aura surtout des coups de cœur. Qui veut commencer? François? On va faire en fait un coup de cœur à deux, Patrick et moi. Le coup de cœur, c'est pour un rédacteur d'Éléments, qui est Rémi Soulier. Il a écrit plusieurs livres, il a écrit un Péguy, il a écrit un Dominique de Roux, il a écrit un Nietzsche. Un Boutan. Un Boutan. Et je pense que ça, c'est son grand livre, Rémi Soulier. Alors, c'est un compatriote. Alors, c'est toujours embarrassant d'avoir à parler de soi, mais il faut en parler puisqu'il est rouergat. Il appartient à la nation du Rouergue, qui a été rattachée à la couronne de France au XIIIe siècle. Soulier, c'est en langue occitane, c'est le soleil, bien sûr. Mais chez Soulier, c'est un soleil noir, parce qu'il est né à Decazeville. Alors on l'ignore, à Decazeville, enfin il y a Castres, évidemment, mais c'est le pays de la mine. Donc c'est le pays des gueules noires. Il y a des gueules noires également
également dans le Sud. Et c'est pas surprenant que Soulages, Soulages n'a pas que des défauts, c'est un artiste quand même qui est assez intéressant, en tout cas conceptuellement parlant, et puis définir l'outre-noir, parce qu'il y a également un noir aveyronais, un noir rouergat, donc c'est assez important. Et Rémy, la langue de Rémy, c'est une langue minérale qui ressemble à son pays. Ce pays, c'est le Rouergue, c'est un pays qui est enclavé, je connais bien parce que c'est mon pays, qui est enclavé entre l'Écosse, entre l'Aubrac, entre le Larzac, entre le calcaire et le granit. Et il procède, moi je trouve que l'écriture de Racination, c'est cette écriture d'une langue brute, magnifique. C'est une méditation sur le séminal, sur l'original, sur l'originel, sur l'originaire. C'est un retour au pays natal, c'est un retour à la source européenne, à la Grèce. Ce retour passe par l'Allemagne, par le détour en Allemagne. Est-ce que c'est aussi une philosophie du détour? Est-ce qu'on revient à la Grèce via Hölderlin, on revient à la Grèce via les romantiques allemands, on revient à la Grèce via Heidegger? Il y a tout ça dans ce livre. Il y a une méditation magnifique sur l'arbre. L'arbre, c'est une métaphore qu'on ignore, mais c'est la métaphore principale, la métaphore Princeps, l'arbre des déracinés de Barès, qui est le grand livre prémonitoire du déracinement, les déracinés, avec, rappelez-vous, l'arbre de Monsieur Taine. C'est une magnifique méditation sur l'arbre de Monsieur Taine, le platane des invalides, et également des philosophies qui démolissent l'arbre. La nausée en particulier, puisque Sartre, il connaissait ses classiques, avait démoli la métaphore barésienne de l'arbre. Oui. Et donc, puis une polémique, une charge aussi un peu contre la philosophie de Lévinas. Sur l'altérité, moi j'en suis venu à appeler, mais Rémy en parle magnifiquement, parce que c'est un nuisible Lévinas, s'il avait la chaire de métaphysique à la Sorbonne, et ça a été le grand penseur de l'altérité. En fait, l'altérité, c'est l'altération. On nous fait tellement aimer l'autre qu'on finit par altérer le même. Donc oui, un grand livre, mais je crois que je vais passer le livre à Patrick. Oui, alors ne jetez pas le livre de Rémy Soulier comme ça. Ça glisse. Mais alors... Ça glisse. C'est surtout que c'est mon exemplaire qui est dédicacé, donc je comptais le récupérer. Non mais François a tout dit, moi je ne l'ai pas encore terminé, mais quelle langue magnifique. Alors je ne suis pas auvergnat, comme Auvergnat, voilà. Moi, je suis corse, donc c'est une langue un peu étrangère sur certains. Mais trêve de plaisanterie, c'est magnifiquement écrit et c'est peut-être l'un des livres les plus importants pour cette année. Ce sont des petits textes et c'est très érudit. Il faut vraiment de temps en temps aller prendre. Il y a un nombre d'auteurs que je ne connaissais pas et qui sont magnifiques. Et je crois que c'est un livre à lire et à relire et à relire et à relire pour arriver à le comprendre. Mais je crois que oui, c'est un vrai travail de philosophe européen. C'est la philosophie européenne telle qu'elle devrait être écrite depuis un moment et voilà. Écoutez, il faut lire donc Racination de Rémy Soulier, paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Voilà, cher Fabien Nesgoda, vous allez nous parler aussi d'un grand Européen. Dites-moi lequel. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence d'ailleurs. Oui, effectivement. Mais, donc parfois on retient plus l'influence que l'œuvre directement, qui est Walter Scott. Donc catégorie coup de cœur, catégorie suggestion de lecture, idée de cadeau de Noël, enfin toutes les catégories sont bonnes pour lire ou relire Walter Scott. Donc évidemment c'est pas une nouveauté, ça a 2 siècles, même s'il y a une actualité éditoriale dans le sens où Bouquin réédite un volume qui avait déjà paru au début des années 80, qui avait été réimprimé au début des années 90 et qui depuis avait été épuisé, même si pas introuvable. On le retrouve donc en librairie. Et c'est intéressant, ça l'était d'autant plus évidemment au début des années 80 quand cette réédition avait été faite, mais c'est toujours vrai. On retient de Walter Scott plutôt les romans médiévaux, qui sont la dernière période de Walter Scott, Ivanhoé en particulier. Voilà. Parfois d'ailleurs pas directement, mais par des adaptations, soit pour la jeunesse, soit cinématographiques. Donc on s'éloigne déjà un petit peu de l'œuvre de Walter Scott. Mais lui-même, quand il s'est engagé dans ses romans médiévaux, s'était éloigné de ce que les spécialistes considèrent quand même comme le plus intéressant de son œuvre, c'est-à-dire les romans écossais, ceux où il est plus en contact directement avec une sorte d'incarnation charnelle de l'humanité avec laquelle il était en contact. Et donc c'est notamment le cas des 3 romans qui sont rassemblés dans ce volume, Waverley qui était son premier et qui tout de suite a révolutionné en fait à la fois le genre du roman historique, mais même aux yeux de beaucoup le genre du roman pour tout le 19e siècle. Donc roman qui est une sorte de voyage initiatique et qui nous plonge au cœur de l'Écosse. Rob Roy, le deuxième, qui ressemble un peu à Waverley, mais avec une dimension un peu balsacienne, dans le sens où le rôle de l'économie dans la transformation de la société est souligné de façon assez subtile par
par Walter Scott, et puis La fiancée de la mort, qui est un peu différent par rapport aux autres, dans la mesure où il y a une dimension tragique plus importante. Un des intérêts de ces 3 romans, en dehors du pur plaisir littéraire, des intrigues, c'est aussi une sorte de philosophie de l'histoire qu'a Walter Scott. Contrairement à beaucoup de ses imitateurs dans le genre du roman historique, on n'est pas uniquement dans le décor un peu en carton-pâte. Il y a toujours chez Walter Scott une réflexion sur l'évolution de l'histoire. Il y a toujours le choix de moments de rupture, de moments où l'histoire se modifie. Et donc Walter Scott n'est pas dans une sorte de nostalgie réactionnaire pure, avec une sorte de fétichisme du passé. Il est toujours dans la captation justement d'une mutation, mais toujours tempéré par le refus de la rupture. Il considère toujours qu'il faut garder quelque chose du passé, que perdre le passé, c'est toujours une perte irrémissible, mais il combine ça de façon très subtile avec cette évolution inéluctable. Écoutez, merci, cher Fabien Nieda. Je rappelle aux spectateurs, oui. Sur Walter Scott, on le compare souvent en France avec Alexandre Dumas, c'est le roman historique, etc. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans les romans, et surtout, effectivement, la période écossaise de Walter Scott que Alexandre Dumas. Donc, c'est à lire. Donc, je rappelle aux spectateurs d'acheter, de lire Walter Scott, d'offrir Walter Scott, dont 3 romans viennent d'être réunis aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Cher Christophe, vous allez nous parler d'une chose un petit peu différente. D'un chanteur, d'un grand rocker. Voilà, Born in the USA, un registre très légèrement différent, et c'est un coup de cœur un petit peu hors saison. C'est juste, je voulais parler du patron. Le patron, c'est pas ADB, c'est Bruce Springsteen, The Boss. Voilà, ce grand chanteur populaire américain un peu de la classe ouvrière. C'est un peu un cliché, mais il y a un excellent documentaire qui s'appelle, je crois, Bruce Springsteen Born to Run, que Arte vient de diffuser, qu'on peut trouver sur leur site. Donc voilà, donc Born to Run de Bruce Springsteen, qui est, je crois, plus ou moins inspiré de son autobiographie il y a 1 an ou 2. Voilà, Bruce Springsteen, plutôt merci, cher Christophe. Américain, sympathique. Mais voilà. Cher Christophe, moi, mon coup de cœur, chers amis, ce sera Janco, auquel j'avais consacré d'ailleurs une chronique dans un des récents numéros d'Éléments. Pourquoi Janco ? Tout simplement parce que ça a été une des plus belles plumes de la littérature française de la deuxième moitié du XXe siècle, et je pèse mes mots. C'est aussi un professeur d'énergie, Janco. Il suffit de relire Discours de la décadence ou Lettres aux têtes de chiens occidentaux. Il y a quelque chose d'énergétique chez Janco qui enflamme les esprits et qui ragaillardit les sangs, en quelque sorte. Et puis, Janco, c'est aussi un camarade de notre revue, un compagnon de route d'Éléments, du Grèce. Et il fallait rendre hommage à Janco. Alors, on a le plaisir aussi de revoir Janco apparaître à nouveau dans les librairies, grâce à Fabrice Lucchini, qui a découvert Croquis de mémoire et qui, à chacun de ses entretiens, maintenant fait l'éloge de Janco. Donc, c'est une excellente chose. Et j'invite aussi nos téléspectateurs à venir le 7 décembre à la Nouvelle Librairie. Le 7 décembre, à partir de 18h, la Nouvelle Librairie de la rue Médicis, que certains d'entre vous connaissent, puisque nous rendrons hommage à Janco, notamment en présence de certains de ses amis, et le poète breton Henri Lebal lira quelques textes de Janco. Donc le 7 décembre à la Nouvelle Librairie. Je vous remercie, mes chers amis d'Éléments, Christophe, Patrick, Fabien, François. Au prochain numéro, c'est-à-dire dans 2 mois, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Plus d'Éléments. Au revoir, bonjour, bonsoir, bonne soirée, au revoir.